docteur Abou Damaher et je vous parle aujourd'hui d'une entité qu'on rencontre fréquemment à la consultation, à savoir les effets à long terme de la Covid-19. Tout d'abord, je rappelle que l'infection à la Covid peut revêtir différentes formes, allant des formes asymptomatiques aux formes mortelles, en passant par les formes légères, modérées et sévères. Grâce à de nombreuses cohortes, les symptômes de la maladie sont actuellement bien établis, ainsi que leur chronologie d'apparition et de disparition. Cependant, chez un bon nombre de cas, certains symptômes persistent même chez les patients ayant eu des formes peu sévères. La fréquence de ces symptômes persistants, leur chronologie, leur prise en charge restent peu décrites. Les premières descriptions ont été faites assez tôt sur les forums de discussion en ligne des patients où l'absence de corrélation entre sévérité de l'infection et la persistance des symptômes a été d'emblée décrite. Au début de l'épidémie, la majorité des cliniciens se sont plus interrogés sur le risque de séquelles pulmonaires vu l'importance des lésions parenchymateuses interstitielles chez les patients sévères, rappelant l'aspect des lésions préfibrosantes observées dans les pathologies inflammatoires. Cependant, les patients ont rapidement rapporté pas uniquement la persistance de symptômes respiratoires, mais aussi des manifestations cardiovasculaires, neurologiques, psychiatriques, cutanées, digestives et d'autres. L'une des premières études ayant alerté sur la gravité des effets post-infection a été faite par une équipe allemande sur 100 patients successifs hospitalisés au centre hospitalier de Francfort. L'IRM cardiaque fait à plus de 2 mois a montré la persistance de lésions pathologiques chez 78 patients, dont les lésions à type de myocardite et péricardite ont été observées. Dans quasiment la même période, une étude italienne publiée dans le JAMA a réévalué des patients à 60 jours de l'apparition du premier symptôme à la Covid-19 et a montré que seulement 12,6% des patients étaient complètement exempts de tout symptôme lié à la Covid. 32% des patients avaient un ou deux symptômes et 55% des patients avaient plus de 3 symptômes. Une étude récente faite au CHU de Tours sur 150 patients ne présentant pas de forme sévère a retrouvé que 68% des patients présentaient encore des symptômes à 1 mois et 66% à 2 mois. L'asthénie, la dyspnée et l'anosmie étaient présents respectivement chez 40, 30 et 23% des patients à 2 mois. Tôt cet été, l'application britannique Covid-19 Symptom Study, qui recueille des informations sur les symptômes de près de 4 millions d'utilisateurs, affirme que ces données montrent qu'une personne sur 10 atteinte de la Covid-19 est malade pendant 3 semaines au plus. La NHS anglaise a annoncé que les preuves montrent que bon nombre des survivants à la Covid-19 sont susceptibles d'avoir des problèmes de santé persistants importants, notamment des difficultés respiratoires, une fatigue persistante, une fonction musculaire réduite, une capacité réduite à effectuer des tâches quotidiennes vitales et des problèmes de santé mentale tels que les troubles stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Alors, quelle est la terminologie de cette pathologie? La nomenclature de cette entité reste très variable, appelée au départ post-Covid, mais rapidement, les Américains l'ont nommé long courrier post-Covid, puisqu'ils parlent d'atteinte au-delà de la période immédiate. Puis certaines publications ont plutôt parlé de séquelles, et rapidement les anglo-saxons ont nommé cette entité long Covid, ce qui donne par analogie en français le Covid lent. Alors de quoi il s'agit? Cette entité appelée long Covid n'est pas un syndrome, mais plutôt plusieurs syndromes, dont le syndrome post-réanimation, le syndrome post-viral et les séquelles au long cours. Alors comment le définir? Un panel d'experts réunis dans un webinaire dont le rapport a été publié au BMJ a défini le Covid lent comme l'absence de rétablissement plusieurs semaines ou mois après le début des symptômes évocateurs de Covid. Que vous ayez été testé ou non. Les experts ont insisté sur la nature récidivante et rémitante de la maladie. Elle est décrite plutôt comme une maladie sournoise et fluctuante, potentiellement épuisante pour la personne et son entourage. 2 groupes de long Covid sont potentiellement identifiés.
les patients ayant un dommage permanent d'organes tels qu'une lésion pulmonaire, cardiaque, rénale ou du cerveau, et les patients présentant des symptômes sans dommage détectable d'organes. Les premiers sont les patients atteints d'une infection sévère à la Covid-19 nécessitant fréquemment des séjours prolongés en unité de soins intensifs, ce qui favorise un risque accru de déficience physique et cognitive. Par ailleurs, dans ce contexte épidémique difficile avec un système sanitaire parfois dépassé, un bon nombre de patients atteints peuvent ne pas recevoir la thérapie suffisante, ce qui entraîne une probabilité encore plus grande de perte fonctionnelle persistante et de débilité. La seconde entité correspond à certains syndromes post-infection, tels que ceux qu'on observe avec la mononucléose, la maladie de Lyme et le SRAS. Il est usuel de nommer ces entités comme encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et autres. Voici comment on peut les schématiser. L'infection à la Covid-19 est associée à des taux élevés de complications pouvant continuer à entraîner une morbidité, une invalidité et un retard de mortalité chez les survivants. À titre d'exemple, les complications cardiaques et thromboemboliques de la Covid-19 sont potentiellement pourvoyeuses d'accidents vasculaires cérébraux ou de lésions rénales ou hépatiques, elles-mêmes pourvoyeuses d'autres complications. Un cercle vicieux peut se créer ainsi. Il est bien reconnu que les pneumopathies hypoxémiantes de façon générale sont associées à un risque accru de maladies cardiaques à la fois immédiatement après l'infection et dans les années ultérieures. Ainsi, il paraît difficile de regrouper toute cette entité en une seule maladie, vu qu'elle associe plusieurs syndromes, d'où la multitude de symptômes qu'on peut observer. La question qui se pose, sommes-nous devant une maladie d'organes, une maladie de système, une maladie inflammatoire? Certains parlent d'une maladie de l'endothélium qui existe au fond au niveau de tous les organes. Alors, quels sont les organes qui sont le plus touchés? Dans une étude prospective faite sur 201 patients présentant une forme peu sévère, dont 18 patients hospitalisés, 70% des patients présentaient au moins un symptôme à 4 mois et 42% avaient plus de 10 symptômes. Les symptômes les plus fréquents étaient la fatigue, les myalgies, la dyspnée et les céphalées. Ces symptômes étaient en rapport avec une dysfonction d'un organe dans 66% des cas et d'une dysfonction multi-organe dans 25% des cas. Les organes atteints étaient surtout le cœur dans 32% des cas, le poumon dans 3% des cas, le rein dans 12% des cas, le foie 10% des cas, le pancréas et la rate. Alors, quelles sont les manifestations des organes les plus touchés? On commence par les manifestations cardiovasculaires à long terme qui peuvent être séparées en deux catégories, des manifestations directes et des manifestations indirectes. Les manifestations directes correspondent aux complications ou séquelles directes à type d'arythmie, de cardiomyopathie, d'infarctus du myocarde, comme décrit par la Task Force internationale qui recommande une réévaluation à 1 ou 2 mois après l'hospitalisation. Cette durée peut être diminuée en cas de présence de manifestations cliniques. La deuxième correspond aux séquelles indirectes secondaires, par exemple aux pneumopathies, à la toxicité médicamenteuse. Ainsi, on peut avoir une insuffisance cardiaque gauche, une insuffisance cardiaque droite secondaire à une embolie pulmonaire, des troubles du rythme secondaires à l'association d'hydroxychloroquine, azithromycine ou autres. Comme on en a déjà parlé dans la série allemande, l'IRM cardiaque, en dehors des complications diagnostiquées chez les patients sévères, il existait même chez les patients non sévères des lésions inflammatoires à type de myocardite, de péricardite. Cependant, dans cette étude, l'échantillon n'était pas aléatoire. Dans une autre étude plus récente et mieux conduite, chez 26 patients guéris ayant signalé des symptômes cardiaques lors de leur contrôle, l'IRM montre que
15 patients, soit 58% des patients, ont des anomalies à type d'œdème myocardique, une fibrose et une altération du ventricule droit. Néanmoins, la durabilité et les conséquences de ces lésions restent encore inconnues, ce qui impose un suivi au long cours. En regardant la littérature, il existe beaucoup de publications sur la cardiomyopathie virale observée dans la Covid-19. Il est important de savoir que sa résolution peut prendre des mois, avec parfois l'installation d'une inflammation chronique associée à un remodelage pouvant occasionner des séquelles au long cours. Je rappelle que lors de la phase aiguë, l'élévation des troponines est associée à un mauvais pronostic avec une augmentation du risque d'ARDS, d'insuffisance rénale et de coagulopathie. En s'appuyant sur ce schéma de la Heart Rhythm Society, on constate qu'un bon nombre de phénomènes peut survenir à la phase aiguë de la maladie, à savoir un infarctus du myocarde de type 2, des phénomènes thromboemboliques ainsi que des phénomènes de microembolie, une invasion directe du muscle myocardique par le virus entretenu potentiellement au long terme par un phénomène auto-humain, ainsi qu'un relargage de cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-6 qui peut avoir un effet direct sur le canal HERG-K+, le tout dans une ambiance hyperadrénergique et de stress oxydatif. Toutes ces lésions cardiaques peuvent engendrer à long terme une cardiomyopathie ischémique ou une cardiopathie rythmogène avec présence de dysfonctions systoliques et diastoliques. Il existe même un risque de passage en tachycardie ventriculaire. Ceci peut être le début d'une longue cascade de complications puisque si on se fie aux travaux de Chapman, nous sommes qu'au début d'un vrai tsunami cardiovasculaire. En effet, Chapman a étudié sur une grande cohorte plus de 2000 patients consécutifs hospitalisés pour infarctus du myocarde type 2 avec troponine élevée qu'il a comparé à des patients ayant un infarctus du myocarde type 1. L'étude a été faite par un suivi à 5 ans qui a montré un taux plus élevé d'événements cardiovasculaires et plus élevé de décès non cardiovasculaires dans le groupe de patients ayant un infarctus du myocarde de type 2 avec troponine élevée, c'est-à-dire comme ceux qu'on observe actuellement chez les patients présentant des manifestations cardiovasculaires lors de l'infection par la Covid-19. Qu'en est-il des manifestations pulmonaires ? En fait, le risque de complications au long cours dans l'infection par la Covid-19 a été surtout appuyé par les études conduites auparavant dans le SARS et dans le MERS, où l'on retrouvait la persistance de lésions parenchymateuses chez près de plus de 30% des patients. En reprenant la littérature, on retrouve de nombreux cas de fibrose pulmonaire dont le premier en date remonte au mois d'avril 2020. Bien que cette atteinte fibrosante reste isolée, d'autres atteintes paraissent beaucoup plus fréquentes, en particulier la toux chronique, les bronchiectasies, les condensations rétractiles, les bandes d'atélexasie séquelaire et l'hypertension artérielle pulmonaire. Si on regarde les publications récentes, on constate que la baisse de DLCO a été rapportée dans plus de 50% des cas chez les patients ayant présenté un Covid à manifestation pulmonaire, ainsi qu'une baisse de la force des muscles respiratoires à près de 49%, et ce à un mois. Dans le même ordre d'idées, ces lésions paraissent diminuer à 3 mois avec persistance uniquement de 25% de baisse de la DLCO.
En ce qui concerne les manifestations neurologiques, nombreuses manifestations ont été décrites en phase aiguë. Les plus courantes sont l'anosmie, l'agosie et les maux de tête. Plus rarement, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles cognitifs, les convulsions, les myoclonies et les encéphalopathies. Toutes ces manifestations peuvent persister au-delà de la période aiguë classique et ce, à des degrés différents. La manifestation la plus connue qui reste assez évocatrice de l'infection à la Covid-19 est l'anosmie. Celle-ci pourrait persister à plus de 8 semaines chez plus de 10% des patients. Sur le plan physiopathologique, les atteintes neurologiques seraient secondaires à des lésions directes suite à l'atteinte du tissu cérébral par virémie et plus fréquemment par une invasion directe d'un nerf par voie rétrograde, comme le nerf olfactif conduisant à l'anosmie avec possible persistance d'un dysfonctionnement chimo-sensoriel. Un passage de la barrière hémato-encéphalique par des cellules immunitaires activées a été aussi décrit, favorisant l'inflammation ainsi qu'un relargage cytokinique. L'hypoxie jouerait aussi un rôle important dans les formes sévères. Tous ces phénomènes favorisent l'apparition de lésions vasculaires cérébrales et de lésions inflammatoires de tout type. Une des entités qui a été décrite et qui pourrait se manifester dans les semaines qui suivent la phase aiguë est le syndrome de Guillain-Barré. Le premier cas décrit a été fait par une équipe iranienne en avril 2020 avec l'apparition d'une quadriparésie progressive ascendante 2 semaines après l'infection. Tous les mécanismes décrits dans la physiopathologie des atteintes aiguës ont été aussi évoqués dans les lésions séquelaires, y compris une potentielle réplication virale latente faisant planer le doute d'une primo-infection suivie d'une phase de réactivation. Mais ceci n'a pas été encore prouvé. Cependant, ce qui est prouvé est la persistance possible d'un phénomène inflammatoire, de lésions post-hypoxiques, de dysfonctionnement métabolique et d'une dérégulation hormonale, ouvrant ainsi la voie à des prises en charge thérapeutiques et préventives, comme la prise en charge nutritionnelle, vitaminique et minérale, ainsi qu'une substitution hormonale et même un resynchronisme de l'horloge interne. Ces lésions ou manifestations neurologiques ne peuvent pas être dissociées des manifestations psychiatriques dont l'association est très fréquente. Dans une belle revue parue récemment dans le Journal of Neurology, les séquelles neuropsychiatriques évoquées à long terme sont le parkinsonisme, la démence, l'anxiété, les troubles de l'humeur ainsi que le stress post-traumatique. Ce stress post-traumatique reste assez fréquent chez les patients ayant eu des formes graves, comme cela a été décrit dans le SRAS, avec persistance d'une dépression modérée à sévère chez un tiers des patients à plus de 1 an. Ces troubles sont aggravés par la solitude et l'isolement, la perte d'emploi et la culpabilité d'avoir contaminé un proche ou la mort d'un parent. Il existe aussi le risque de persistance ou apparition de douleurs chroniques somatiques ou non, occasionnant un abus d'opioïdes. On pourrait aussi rajouter à ces manifestations neuropsy une fréquence assez marquée de la fatigue chronique et des troubles cognitifs avec tout le panel de conséquences. En effet, les conséquences du Covid lent seraient majeures sur la société. On pourrait citer un fardeau supplémentaire sur le système de santé, avec une charge plus importante dans les hôpitaux, les salles d'urgence, une consommation de médicaments accrue pour les années à venir. Par ailleurs, vu la forte incidence de la Covid-19 chez les soignants, on pourrait imaginer un système de santé moins efficace à long terme. L'invalidité et la morbidité associées au long Covid, en particulier si les patients ne sont pas traités, peuvent entraîner une diminution de la productivité, une invalidité avec tout le panel de conséquences, un problème de reconversion professionnelle, plus de temps aménagé, plus d'handicap, etc. Je vous laisse imaginer la portée du long Covid sur le plan financier avec toutes les dépenses directes et indirectes potentielles. Il est clair, vu l'impact à long terme, il serait obligatoire de réviser la prise en charge et le remboursement afin d'éviter l'endettement des caisses. En conclusion, il faut savoir que la lutte contre le Covid s'étendra au-delà de la période infectieuse immédiate, c'est-à-dire au-delà des efforts pour dépister et gérer les malades aigus. Un impact sur les patients, les familles, le système de santé, l'économie en général devrait être anticipé dès à présent et pour cela une seule solution, mieux vaut prévenir que guérir.
surtout qu'on reste limité en matière de traitement. Le confinement reste à ce jour la vraie solution en attendant la globalisation du vaccin qui paraît imminente. Il faut tenir bon, on n'est pas loin de la fin de ce drame. En tout cas, je l'espère. Merci.